Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En tout cas, j'avais hâte de faire cette vidéo-là parce que j'avais vraiment envie de vous parler de mes coups de cœur, de mes déceptions, mais aussi des choses qui m'ont beaucoup surprise. Alors, let's go quoi. Commençons cette vidéo. J'ai envie de commencer avec une saga indépendante dont les livres peuvent se lire sans commencer du 1 vers le 6e, parce qu'il y a au moins 6 à 7 tomes dans cette saga. Et j'ai envie de commencer du meilleur. Vous savez quoi? On va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par l'autrice dont j'ai pané vos oreilles, qui n'est d'autre que Lucinda Riley. Et Lucinda Riley, en fait, elle a écrit une saga qui s'appelle Les 7 sœurs. Donc, chaque saga va parler d'une sœur en particulier. Et dans cette saga-là, on a Ali. Donc, Ali, c'est la première sœur sur qui on va écrire. Et en fait, cette sœur-là, la deuxième sœur, elle a un caractère courageux, elle est volontaire, elle est navigatrice et musicienne. Et généralement, dans cette saga, on va employer on va traverser vraiment les émotions. Cinderella a cette plume de nous faire voyager entre le présent, le passé, de nous faire une réelle introspection. Et il y a de l'amour, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, n'est-ce pas? Mais on va vraiment parler d'héritage, d'amour de soi, on va vraiment parler des racines, on va vraiment parler de la recherche de soi. Et la saga des 7 sœurs va vraiment passer d'une personnalité à une autre. Donc s'il y a un personnage ou une des sœurs auxquelles vous êtes attachés, moi par exemple je sais que c'est la sœur de l'ombre, et en fait Ali c'est la sœur de la tempête. Donc si vous êtes quelqu'un qui est passionné par l'histoire, l'héritage, les racines, les voyages, vous allez adorer. Franchement, je vous conseille cette saga-là. Vous avez la sœur de la tempête. On a également, alors je vais commencer par elle. Vous avez également la sœur du soleil qui s'appelle Electra. On a la sœur de l'ombre qui s'appelle Star. Il y a Tiggy qui est la sœur de la lune. Et vous savez quoi? De toutes ces lectures-là, ma préférée, c'est sans aucun doute Star. Je vous assure que dans chacune de ces sœurs, il y en a forcément une à laquelle vous vous sentirez relié de par son histoire, de par son caractère, de par sa personnalité, de par sa façon de gérer les événements de la vie. Star pour moi est celle qui me correspond le mieux de toutes. Mais je dois dire que j'ai mon top 3 dans cette saga-là. Vous pouvez les lire indépendamment, vous n'avez pas besoin de les lire dans l'ordre. Si vous voulez dans l'ordre, vous pouvez très bien le faire, hein, mais il faut que vous sachiez que ça n'influe pas sur un incident de l'histoire ou pas. Et la sœur du soleil, Electra aussi. Je crois qu'Electra, ça a été ma deuxième lecture. Ma première lecture a été la sœur de la tempête. Je peux vous assurer que Electra, elle m'a foudroyée. Je vous jure, Electra, c'est celle qui m'a donné envie de plus lire. Vraiment toute la saga. Il y en a 7 en tout. Et normalement, elles sont 7. Mais la 7e sœur n'a jamais été accueillie, n'a jamais été amenée à la maison. Et c'est l'histoire de Passal qui va raconter l'histoire de la 7e sœur. Parce qu'elles sont 6. Et sur le globe armillaire, là où a été inscrit chaque histoire, chaque origine des sœurs, il y a toujours cette dernière sœur Mérope qui n'a jamais été retrouvée ou apportée à la maison, parce que finalement l'histoire des 7 sœurs, ça parle d'une constellation des 7 qui remonte à l'Antiquité grecque, si je m'exprime bien d'ailleurs. Vous avez également, dans mon top 3, donc on a top 1, la sœur de l'ombre, top 2,
la sœur du soleil et enfin top 3, la sœur de la lune, qui m'ont beaucoup touchée. En fait, ces trois sœurs-là m'ont énormément touchée. Attendez, je vous les montre un petit peu mieux. Comme ça, ces trois-là, je les ai adorées. Je dis pas que les autres sont pas bien, hein, mais je dis juste que bah, c'est les seuls qui m'ont autant animée en fait. On va passer à une autre catégorie qui est celle de la romance. Parce que j'en ai deux. J'en ai deux ou trois là qui sont exceptionnels. Pour la romance, j'ai envie de commencer de ceux que j'ai le moins aimés à mes favoris. Je vais commencer par L'âme blême, qui est la saga des âmes, tome 1 de Océa Chanem. Alors, mon avis sur ce livre-là, c'est âme sensible, s'abstenir. Ce n'est pas qu'une histoire de smut, et smut, c'est des scènes olé olé. Ce n'est pas qu'une histoire de violence, mais c'est une histoire qui est extrêmement touchante, profonde. Et pourquoi je ne termine pas par elle? Parce que je ne la mets pas ailleurs, c'est parce que j'ai un petit peu de mal à la lire. J'ai eu des moments où j'ai pris des pauses, où je me suis vraiment remise en question. Et dans ce livre-là, le tome 1, on va suivre une fille qui s'appelle Oksana. Donc elle va rencontrer un homme qui s'appelle Max. Et je pense que si vous avez vu un de mes anciens vlogs, je vous avais déjà présenté un peu le livre. Ce livre-là, il chamboule, il bouleverse, il remet beaucoup de choses en question dans la vie. Attention, âme sensible, s'abstenir. Parce qu'on parle de sujets comme l'avortement, on parle des sujets comme les familles dysfonctionnelles, passives-agressives. Donc, je la mets en première. C'est pas pour rien, faites attention. Mais elle est bien, hein. Elle est bien. Elle parle de romance, mais surtout d'amour de soi, de valorisation, etc. C'est un super livre. Je vous le conseille si vous avez envie de vous prendre dans un tourment émotionnel et catastrophique, romantique. Voilà. Toujours dans la même vibe, on a After. Et je pense que After de Hannah Dodd est un livre que beaucoup connaissent. Pour moi, ça a été un livre assez dur aussi à lire. Je commence toujours par les durs pour terminer par ceux qui ont été les plus... Voilà quoi, ceux qui m'ont le plus enjaillé et j'ai pu manger. Adoré lire. En fait, dans Hannah Dodd, moi, je n'ai pas commencé... Vu que ça a l'air d'être une saga également. Et je ne sais pas si elle se lit indépendamment, mais je ne pense pas. Si vous voulez lire cette saga-là, commencez par la saison 1, parce que moi, je suis arrivée à la bibliothèque du coin. Et en fait, il n'y avait que cet tome-là. Et moi, j'ai pris le tome 5. Vous ne voulez pas te spoiler, de commencer par le tome 5, parce que moi, j'ai été spoilée du début à la fin, parce que j'ai pas pris le bon tome. J'ai trouvé cette lecture très belle, par moments très agaçante. Si à un moment donné vous vous agacez contre un personnage, c'est qu'il a été très bien fait. Et ça, croyez-moi, de ma lecture, j'ai lu énormément de livres. Quand vous êtes agacé par un personnage, si vous êtes lecteur, c'est que ce personnage-là a été très bien construit. La fille aussi, en fait, c'est une histoire de tristesse, c'est une histoire d'addiction, il y a de l'addiction, il y a commencer vraiment par des livres qui vous amènent tout doucement, vous n'êtes pas trop sensible, donc âme sensible aussi, s'abstenir. Oui, il y a beaucoup de scènes olé olé ou de scènes appelées aussi smut. Voilà, donc faites attention aux livres que vous choisissez de lire, hein. Surtout, c'est pas à tout âge, et surtout si vous voulez le lire, ne le lisez pas à n'importe quel âge. Si vous voulez lire ce livre-là, lisez-le peut-être quand vous avez allez, 17 ans. 17 ans, vous pouvez commencer. Avant ça, ne le lisez pas. J'espère que j'ai été claire. Toujours dans la catégorie romance, j'ai envie de vous parler d'un livre qui parle de page blanche, d'un livre qui parle d'une romance plutôt, qui parle d'inspiration, de créativité et de challenge de soi. Tout ça à New York. Pourquoi? Parce que le livre s'appelle New York Challenge. Voilà. Et ce livre-là, cette romance, il faudrait vraiment que j'arrête de dire livre, cette romance m'a vraiment touchée, elle a été très belle.
On sent vraiment la sensualité, on sent vraiment la proximité entre les personnages, la tension. Tout est beau, tout est bien fait. On comprend vraiment les réactions du personnage. On se sent vraiment proche aussi de chaque personnage. Tout est bien fait. Franchement, je vous le conseille. Alors, dans cette romance, on va suivre Gavin Miller, auteur d'une série de thrillers à succès et en proie au trouble et terrible syndrome de la page blanche. Son éditeur et ses producteurs hollywoodiens sont à ses trousses. Son agent parvient à le convaincre de consulter Ali Nichols, une kinésithérapeute chargée de traiter ses douleurs liées au stress. L'impertinente jeune femme au charme fou le séduit. De rendez-vous en rendez-vous, la créativité de Gavin est de nouveau stimulée. Il semblerait que la jeune femme ait fait des miracles. Or, l'ex-fiancé de Gavin trouve le moyen opportun pour revenir dans sa vie et tout chambouler. Ce livre-là, vous le commencez, écoutez-moi bien, vous le commencez, vous le terminez dans la soirée. Je vous dis juste, voilà, à vous de voir. Ensuite, le prochain livre que je vais vous présenter, toujours dans la catégorie de la romance, c'est une autrice que j'aime beaucoup et dont j'aimerais encore plus découvrir les livres. Ce n'est d'autre que, oui, Elcinda Raleigh, mais on a également Anita Higgins. Anita Higgins, j'adore sa plume. Elle écrit de façon très proche de la réalité. Elle a une façon de s'exprimer que j'aime beaucoup. Moi-même, je m'exprime tout comme elle. Je me sens vraiment proche de sa façon de faire exprimer les personnages. Et j'aime pas Noël d'Anita Higgins. Je l'ai lu l'année dernière. Moi, qui n'ai pas toujours été fan de Noël, ça m'a plongé dans l'ambiance et on rigole beaucoup. Si vous avez envie de rire, si vous avez envie de moments olé olé, si vous avez de moments de légèreté, si vous avez envie de profondeur sans plus, je vous conseille vivement et fortement le livre d'Anita Higgins. Et parce que je suis généreuse, je vais vous lire le quart de livre. Elle croit avoir déjà vécu des réveillons improbables, mais elle n'a encore rien vu. Lia déteste Noël. Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet, enfermée avec sa sœur et les bottes coincées de cette dernière. Elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur. Et également du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude et Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné, surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court. Donc voilà, Anita Higgins a cette façon de nous faire voyager dans ses livres, dans ses romans. C'est vraiment, vous voulez kiffer à Noël, vous voulez de la légèreté, go ahead for this book. On arrive à un livre que j'ai adoré. C'est un slow burn que j'aime beaucoup. Au début, j'ai pas accroché. Au début, je ne comprenais pas pourquoi je l'avais acheté. Au début, j'avais envie de me mettre une petite claque parce que j'avais investi dans un livre qui prenait un peu trop à démarrer. Je comprends parce que c'est slow burn, les slow burns sont comme ça. C'est celle de chez, elle s'appelle Elena Armas, que j'ai appris à découvrir. Et apparemment, c'est elle qui est aussi l'autrice de American Roommates. Ce livre-là, les gars, The Spanish Love Deception. Ce livre-là, je vous jure, vous ne pouvez pas être déçus. Si vous aimez les tensions qui se créent petit à petit et les faux dates, c'est-à-dire les fake dates, en gros, c'est un homme ou une femme qui vont se mettre ensemble dans un accord pour justement éviter des situations gênantes et se servir de l'un et de l'autre pour justement atteindre à leur fin. On se doute bien que ce n'est pas que ça puisque ces deux personnes sont destinées à s'aimer, mais comment, et je vais vous expliquer comment en lisant le quart de livre. Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur, auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendra avec son petit ami américain. Sauf que celui-ci n'existe pas.
Il n'existe pas. Et voilà que ce qui n'est qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant une festivité, elle ne voit aucun issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue désespérant, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, l'échéance se rapproche et Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. C'est une proximité forcée, c'est une troupe, si je ne me trompe pas, ouais. J'adore, j'ai adoré. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je l'ai lu 3 fois. Je suis quelqu'un, quand je lis un livre une seule fois, je ne le relis pas. Mais si celui-là, je l'ai relu jusque 3 fois, c'est que, honnêtement, il y a quelque chose dans ce livre qui me donne envie de revenir. On arrive vers ceux qui ont vraiment touché mon enfant intérieur, mais aussi qui m'ont embarqué dans des aventures folles. Et vous savez quoi? On va parler de mystère, on va parler de thriller, on va parler d'enquête. Encore une fois, c'est du Cinderella. Oui, j'adore cette autrice. Oui, j'adore sa manière d'écrire. Vous savez quoi? J'ai pas fini de la découvrir. On va lire Les Mystères de Fleet House. Et pour ceux et celles qui ont vu mon vlog d'il y a peut-être 3-4 vlogs, je vous ai présenté ce livre-là. Et je vais pouvoir vous en parler de façon plus ample dans cette vidéo. Les Mystères de Fleet House, c'est en fait un internat où il n'y a que des garçons, il y a des garçons, il y a des filles, en tenue, tout est strict, etc. On va suivre un garçon qui a été assassiné dans cet internat et au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stephen, dans l'idyllique campagne du Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien. Le dortoir de Fleet House, lorsque le corps sans vie d'un élève est découvert, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'inspectrice londonienne Diaz Hunter n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé qui constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. On va aussi parler, je fais une petite pause, on va parler d'harcèlement. Si vous êtes sensible à l'harcèlement scolaire, ne lisez pas ce livre, ça va remonter des souvenirs traumatisants. Âme sensible, s'abstenir, parce qu'il y a vraiment des scènes gore. Mais vraiment, ça n'a pas l'air, mais juste regardez. Est-ce que juste cet internat n'inspire pas Halloween? Est-ce que ça n'inspire pas Franchement, t'as les chocottes. Moi, j'ai vu ça, j'ai eu peur, mais je me suis dit, ah, vas-y, je vais lire quand même. Je continue à faire la lecture. Tandis que les mystères et les mensonges se multiplient, Diaz plonge dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que celles qu'elle aurait pu imaginer. Ce livre-là, je peux vous jurer que du début à la fin, je me suis fait 1001 scénarios. Je ne pouvais pas me douter de qui était le responsable d'autant de massacres. 30 ans après le fameux drame qui avait eu lieu dans cette même internat. À bon entendeur, salut, je vous le conseille. Si vous êtes friand de ce genre de lecture, d'ambiance, foncez, mais ne le lisez pas. Si vous êtes sensible à tout ce qui concerne l'harcèlement et la maltraitance scolaire. Vous voyez ce livre-là? Ce livre-là que je vais vous présenter est un livre, je vous jure, ce livre vous le dévorez. Ce livre, vous le chopez l'après-midi, vous ne le lâchez pas tant que vous n'avez pas eu le dernier mot de l'histoire. Du début à la fin, je ne pouvais pas me douter de l'énormité qui se cachait derrière cette histoire. Le méchant est sous nos yeux. Le méchant peut être celui qu'on croit, celui qui fait le bien, parfois le mal. Le jeu des menteurs d'Aida Riggins est celui qui m'a donné le plus goût au thriller. C'est celui-là. Ce livre-là, je peux vous promettre, entre amour, proximité forcée, dangerosité, mystère, enquête,
Histoire tordue, embuscade, vous êtes servi. Morgane, Amen, Aman, je sais pas. Ok, on va prendre ça comme ça. Morgane Amen n'a pas peur des monstres. En tant que substitut du procureur de la ville de Boston, elle affronte l'obscurité tous les jours. Elle s'en sort plutôt bien jusqu'à qu'un dossier lui donne du fil à retordre. Elle doit faire tomber l'héritier de la pègre de Boston, Reyes Morello. Sombre et dangereux, c'est un jeu et surtout un menteur qui n'hésitera pas à contre-attaquer pour remporter la partie qui s'engage entre eux. Ils vont alors s'affronter et risquer leur vie en oubliant que certains mensonges finissent par tuer. Et surtout, en découvrant que le cœur, lui, est un très mauvais menteur. Ça joue avec votre psychologie, ça joue avec la logique des choses. Faites attention, parce que ce livre-là, aussi, âme sensible s'abstenir. C'est pas tous les livres que je vous présente qui sont des âmes sensibles à s'abstenir, mais celui-là parle d'agression physique, d'histoires violentes qui attaquent depuis l'enfance. Ne le lisez pas si vous n'avez pas envie de faire des cauchemars ou de vous sentir mal après avoir lu, parce que c'est pas l'objectif. Ce livre-là va vous donner certes des frissons, mais va surtout vous donner envie de ne pas le lâcher. Ce livre, j'ai pas les mots tellement il est fort et ça nous fait comprendre que les traumas qu'on vit ne définissent pas la vie qu'on va avoir. Tout me ramène à toi. Il est incroyable. Il est écrit par Melissa Weisner. Tout me ramène à toi nous parle d'Anna qui ne part jamais de sa famille et cumule 2 jobs pour payer ses études à l'université. Gabe est un étudiant brillant, entouré par une famille nombreuse et aimante. Il est tout ce qu'Anna n'est pas et pourtant, leur complicité est immédiate. Ses yeux bleus argentés la transpercent et il la fait rire aux éclats. Toutefois, Anna est prête à tout pour protéger son plus lourd secret, même à s'enfuir quand Gabe s'approche dangereusement de la vérité. Un secret peut-il briser les plus grands des amours? Les gars, ce livre-là, vous voyez juste la couverture, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je crois que c'est ça qui m'a plutôt attiré, c'est la couverture. Et ensuite l'histoire bien sûr qui est derrière. Mais c'est une folle histoire et je la conseille à toute personne qui a envie de réparer son enfant intérieur. Et surtout de garder espoir en l'avenir parce que votre avenir, il est toujours entre vos mains. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire et ce que vous voulez devenir. Les gars, j'allais terminer cette vidéo sans vous parler de cette masterpiece en fait. Cette autrice, je l'ai découverte cette année et je l'ai découverte grâce à une autrice qui s'appelle Simi Movie. C'est une youtubeuse que j'aime énormément. En ce moment, elle fait des vlogmas et j'en rate aucun. Bon, j'en ai raté quelques-uns, mais un coup pas, je les rattraperai, c'est clair, ça va être un délice. Mais, c'est pas celui de la vidéo. J'ai découvert ce livre grâce à elle. Laissez-moi vous en parler. Ce n'est d'autre que Lucy Score, Story of My Life. Attendez, il est trop beau, mais c'est un parpaing. C'est vraiment un parpaing. Voilà, très beau. C'est une small town. C'est quelqu'un qui repart du début pour construire une vie plus satisfaisante, loin de ses sentiers battus où elle va pouvoir vraiment sortir de sa zone de confort, mais également se redécouvrir elle-même, peut-être tomber amoureuse et combattre ses démons, mettre un point d'honneur à ne plus jamais retourner dans ses travers. On va parler d'Hazel Hart, une auteure de comédie romantique qui a dû quitter son appartement new-yorkais en même temps qu'elle reçoit un dernier avertissement de son éditeur pour remettre son livre que tout le monde attend. Mais elle fait face à une dépression depuis sa rupture avec son mari et n'arrive plus à écrire. Sur un coup de tête, elle achète une maison dans une petite ville sans l'avoir vue, avec l'espoir de se créer une nouvelle vie. Elle embarque avec elle Zoé, sa meilleure amie et agente. Après une arrivée mouvementée à Story Lake, Hazel découvre qu'elle est propriétaire d'une maison totalement délabrée et que s'intégrer dans une petite ville n'est pas aussi simple que ce qu'elle pensait. L'espoir revient quand elle croise des frères Bishop qui vont l'aider non seulement à retaper sa maison, mais peut-être aussi à retrouver l'aspiration. Et ce livre-là, il est certes... En fait,
C'est pas un livre que tu lis d'un coup, c'est un livre que tu lis au fur et à mesure des pages. Prenez votre temps, savourez-le. Il est incroyable. Il est certes mastoc, mais il en vaut la peine. Son contenu vaut largement son prix. Je vais l'acheter au prix de 15 700 francs. En euros, ça aurait fait 18,50 €. Je n'invente pas ce prix, hein. Il est au dos du quart de livre. C'est un livre que j'ai adoré lire, j'ai pris mon temps. Ce que je me suis offert en même temps que la saga Gold que j'ai pas aimé. Mais celui-là, les gars, celui-là, allez-y, lisez-le! Lisez ce livre, pitié, il est incroyable, je l'ai adoré. La fin, les personnages, la tension, c'est drôle, il y a de l'ambiance, c'est dynamique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a aussi de l'amour foncé. J'ai adoré lire ce livre. On va maintenant basculer dans les livres que j'ai surtout le moins aimé. Alors, pour les livres que je n'ai pas aimés, ce n'est pas tant qu'ils ont été mal écrits, c'est peut-être moi qui les ai juste mal choisis. Et je n'étais pas la cible non plus de ce genre de littérature, mais bon, c'est pas grave, on apprend toujours de nos erreurs. Le premier flop, je vais commencer du moins pire au pire. Voilà, on va aller crescendo. Celui-là, c'est un livre qui est issu d'une série, donc peut-être ceux et ceux qui ont regardé L'Impératrice de Didi Griffiths. Peut-être que la série est plus intéressante d'ailleurs que le livre, je vais essayer d'ailleurs. Mais ce livre-là, en fait, si vous voulez, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. C'est un livre qui parle de fiançailles, de bonnes manières, de la haute société, de fiançailles arrangées surtout. Ça parle de trahison, ça parle d'amour, ça parle de guerre. On est en période de Deuxième Guerre mondiale et où tout est tendu. Et en fait, c'est un gros mélange, c'est une histoire de famille. Et moi, je crois que ce qui m'a pas trop plu, c'est qu'on parlait beaucoup plus d'histoire de la guerre mondiale, des conséquences que ça pouvait avoir, plutôt que de l'histoire où on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe entre les personnages. Et j'ai fini par décrocher parce que ça a commencé à vraiment prendre beaucoup plus de place que la raison pour laquelle je l'ai acheté. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ce livre. Il n'est pas chiant non plus, mais c'était pas du tout ce que je recherchais. Ensuite, on a une autre autrice que de base j'aime beaucoup. Elle a écrit 2 livres, Jamais plus, et encore. Et une autre aussi, je pense que c'est une saga de 2 ou de 3. Je sais pas si c'est une saga quand c'est 2 ou 3 livres. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça. Il s'agit de Maybe Now de Colleen Hoover. Est-ce que je vais lire pour que vous compreniez pourquoi je n'ai pas trop accroché? En gros, on suit Ridge et Sydney qui ont dû affronter bien des obstacles avant de vivre leur amour, donc j'imagine que c'est une saga. Le jeune homme avait une compagne, Maggie, dont il s'est séparé. La rupture a été difficile, d'autant plus qu'elle souffre d'une grave maladie et qu'elle est seule maintenant pour la gérer au quotidien. Ridge et Maggie seront toujours liés par leur passé, mais Sydney ignore si elle supportera les conséquences que cela aura sur son couple. Quant à Maggie, elle a toujours été consciente que sa pathologie réduirait son espérance de vie, mais doit-elle refuser toute chance de bonheur. Ridge, Sydney et Maggie poursuivent leur chemin ensemble, ou chacun, de leur côté, au milieu de leurs amis, toujours aussi drôles et déjantés, et dans une atmosphère musicale, celle du groupe du frère de Ridge. L'amitié est aussi précieuse que l'amour, et je trouve que oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas terminé. Et je sais pas, je trouve que c'est pas que c'est mal écrit. Peut-être que j'étais juste pas la cible ou que l'histoire ne m'intéresse juste pas. Mais je pense qu'elle pouvait vraiment faire mieux apporter des choses, mieux parler des personnages. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment fini par me lasser. Donc, si malgré tout vous avez envie de lire, ne vous basez pas sur mon expérience, basez-vous sur l'intérêt et l'intrigue du livre. Si ça vous intéresse, foncez. Le prochain livre, en fait, c'est là où je me dis que j'ai fait une erreur de débutante parce qu'elle n'est pas... disons que ce livre-là, au lieu de le choisir pour le bon tome, je l'ai choisi pour une phrase accroche. Et ça, les gars, faites pas ça. Surtout quand c'est de la fantaisie. Généralement, les histoires de fantaisie ont toujours une logique à suivre. Et si vous ne l'avez pas suivi depuis le tome 1, vous n'allez certainement pas le suivre depuis le tome 5. Parce que moi, le tome que j'ai choisi, c'est la série Gold, la saga d'Oren, Ravel Kennedy. J'en suis sûre, c'est un excellent livre fantasy, mais moi je n'ai pas accroché. Et
voilà quoi, c'est juste pas fait pour moi, ça parle de fantasy. Je ne peux pas vous en parler plus puisque je n'ai pas suivi toute la saga. Le dernier livre qui ne m'a pas du tout convaincue, et j'ai même pas compris pourquoi je l'ai acheté, c'est Les volontés de Cécile Guidot. C'est un livre qui parle d'héritage, de beaucoup de choses. Bon, je vais le lire et vous saurez pourquoi. Vous comprendrez, si c'est votre vibe, allez-y, si c'est pas votre vibe, n'y allez pas. Voilà, faites comme vous voulez, moi je vous donne juste mon avis. On va suivre Claire qui à la trentaine roule à moto, porte des tatouages, vit seule. Rien ne l'a destinée à l'univers feutré de l'office notarial avec ses codes, ses convenances, ses affinités, ses rivalités particulières. C'est une notaire douée, mais iconoclaste. Je ne sais pas ce que ça veut dire, allez sur Google. Sauvage, rebelle et idéaliste, elle dénoue des affaires complexes, un neveu qui doit gérer la succession de son oncle et de sa tante et s'occuper de leurs enfants, le double divorce d'un homme bigame, un artiste qui veut déshériter son fils, une femme qui révèle au cours d'une donation à l'inceste qu'elle a subi dans son enfance, un homme handicapé oublié dans une maison spécialisée dont il faut trouver la famille. Après les actes, Cécile Guidot nous offre une nouvelle plongée dans le cœur battant d'un office notarial. Les masques tombent et montrent que les actes sont souvent éloignés des volontés. Vous voyez, c'est très beau, mais je pense que moi, l'univers du notariat, de la succession, de l'héritage, ne m'attire pas. Bon, bien que j'ai lu un livre qui parle de saga des 7 sœurs dont le fond l'héritage et les origines. Celui-là, c'est peut-être pas exactement ce que je retrouvais, ce que je pensais lire au départ. Et donc, les volontés de Cécile Guidot a été ma plus grande déception. Je ne dis pas qu'elle écrit mal, elle écrit très bien, elle écrit de façon réaliste, très logique et bien pensée, mais j'étais juste pas la cible encore une fois. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai adoré vous filmer cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que je l'avais en tête, mais je ne savais pas trop comment amener l'idée, ni comment construire la vidéo. Je suis très contente d'avoir sauté le pas. J'ai fait ça de façon très spontanée. J'ai essayé d'avoir un beau cadre parce que je trouvais que ça se prêtait bien à l'ambiance que je voulais amener dans mes vidéos. En fait, si vous voulez, la vidéo, je me suis dit que j'allais la faire vraiment en m'immergeant dans chaque lecture que j'ai faite, chaque émotion que j'ai ressentie et le souvenir que ça m'a apporté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Laisse-moi en commentaire les livres que tu aurais aimé lire. Est-ce que mes flops t'auraient convenu? Est-ce que mes livres coup de cœur t'auraient plu? Laisse-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. À la prochaine et surtout, bonne lecture!